matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici donc pour les titres de ce mercredi 19 décembre. Il y a quelques jours, Netflix, la plateforme de vidéo à la demande, mettait en ligne Roma, le dernier long métrage d'Alfonso Cuarón, sacré par le Lion d'Or à la Mostra de Venise, mais aussi une nouvelle série française, Plan Cœur. Comment Netflix a réussi à s'imposer dans le paysage audiovisuel mondial, bousculant l'industrie cinématographique et nos habitudes télévisuelles. Bonjour Capucine Cousin. Bonjour. Vous êtes journaliste économique et spécialiste des nouvelles technologies. Vous venez de publier Netflix et compagnie, les coulisses d'une révolution, édité chez Armand Collin. Un long métrage récompensé dans un des plus grands festivals de cinéma et qui ne sort pas au cinéma, Roma. Est-ce que c'est pas un peu contre nature? Est-ce que Netflix est, comme le disent certains, le fossoyeur du 7e art? C'est toute l'ambiguïté de Netflix. Roma, il a été primé à un festival de cinéma international, Festival de Venise. Il a été réalisé par un cinéaste, Alfonso Cuarón, qui est connu des cinéphiles mais aussi du grand public, qui avait réalisé Gravity. Et là, boum, il sort directement sur Netflix. Donc il y a au moins 170 millions d'abonnés à Netflix dans le monde qui vont pouvoir le voir, quasiment en exclusivité, puisque ce film, il est proposé uniquement sur la plateforme Netflix. Il sort juste dans une poignée de salles, par exemple à Rome ou à New York, mais pas en France, en raison de ce qu'on appelle la chronologie des médias, qui interdit de sortir des films à la fois en salle et sur une plateforme en télévision. Alors cette chronologie des médias, justement, ce terme un peu technique, c'est quand même, il faut en parler, il faut déjà expliquer ce que c'est. Eva, vous qui êtes la spécialiste médias, expliquez-nous ce que c'est que la chronologie des médias. En fait, c'est le temps obligatoire qu'on impose entre la sortie d'un film au cinéma et ensuite sa diffusion sur un écran, alors soit sur une chaîne du service public ou TF1 ou sur une chaîne cryptée. Les temps ne sont pas les mêmes. Et on a l'impression que Netflix semble un peu se moquer de cette législation. Eux, l'objectif, c'est de sortir les films quand ils veulent, dès qu'ils peuvent, quoi. En fait, l'objectif du fondateur de Netflix, Reed Hastings, c'est de proposer à ses téléspectateurs des films et des séries télé en exclusivité, donc des contenus exclusifs qui justifient que les abonnés paient en moyenne 10 € par mois d'abonnement. Moi, j'ai une question du point de vue des réalisateurs, des artistes, notamment Alfonso Cuarón, qui peut être considéré comme un faiseur, mais aussi comme un artiste. À quel moment il décide de passer du côté de Netflix, sachant que son film ne va pas sortir en salle ou dans très peu de salles? C'est bizarre pour un cinéaste qui, souvent, sont très attachés au côté emblématique d'une salle de cinéma, qui a une vision différente. On ne regarde pas un film au cinéma comme on le regarde devant un écran plus petit chez soi. Comment les réalisateurs franchissent le pas? Qu'est-ce qui les séduit chez Netflix? Netflix a beaucoup d'argent, alors qu'Hollywood est en difficulté financière. C'est-à-dire qu'on a une certaine prudence du côté d'Hollywood, qui produit actuellement plutôt des remakes ou plutôt des très très gros films à très gros budget, des blockbusters de super-héros, etc. Au point que les réalisateurs ont parfois du mal à trouver, à boucler leur budget pour des très gros projets de films et à leurs conditions. Donc, effectivement, ça devient intéressant d'un point de vue financier et de liberté de création, visiblement, ce que vous nous dites, pour les réalisateurs. Donc, on comprend. Et côté spectateur, qu'est-ce que ça change pour les téléspectateurs? C'est quand même une révolution. Oui, parce que ça veut dire que je peux voir un vrai film de cinéma réalisé par un grand réalisateur aux conditions du réalisateur, puisque apparemment, ils ont une marge de manœuvre totale ou quasi totale sur leur budget, leur casting, le final cut, etc. Je peux voir ce vrai film de cinéma directement sur ma télévision ou sur mon ordinateur ou sur ma tablette via mon abonnement Netflix. Ça paraît un tout petit peu pointu, mais j'ai bien envie d'insister là-dessus parce que je le découvre avec vous. Aux États-Unis, il faut savoir qu'en France, le réalisateur a quasiment tous les droits sur un film. Aux États-Unis, c'est le producteur qui décide comment est monté le film. Et donc souvent, les films hollywoodiens qu'on voit sont le fruit d'un compromis entre les studios et le réalisateur. Ce que vous nous dites, c'est qu'avec Netflix, les réalisateurs ont les coups des franches pour faire le film qu'ils ont vraiment envie de faire. Il semblerait que oui. Comme de toute façon, Netflix a intérêt à recruter des grands réalisateurs d'Hollywood, parce que pour lui, en termes d'image de marque, c'est très important pour s'imposer dans l'univers du cinéma. Oui, il leur laisse une marge de manœuvre totale. Est-ce que les télévisions françaises qui évoquent la création d'une plateforme baptisée Salto ont les moyens de rivaliser avec Netflix? Non, ils n'auront jamais le même budget, parce que Salto, quand son lancement a été annoncé, confirmé par Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, le budget annoncé était de 60-70 millions d'euros, ce qui est très peu au vu des budgets énormes qu'annonce Netflix pour chacun de ses budgets. Parce que là, Netflix, pour l'année 2018, il annonçait un budget d'au moins 8 milliards de dollars en création et acquisition de contenus originaux. Évidemment, les chaînes pourront jamais s'aligner, mais au moins, elles peuvent quand même se battre en produisant leur propre contenu avec leur touche locale. Oui, mais alors pour rebondir sur ce que vous dites, comment on s'y retrouve en tant que consommateur? Parce qu'on peut pas s'abonner à toutes les plateformes. Salto va être payant, Netflix est payant, Amazon Vidéo, qui est une autre plateforme, est payante. Est-ce que c'est pas la limite de ces nouveaux modes de consommation, à savoir qu'il va y avoir des morts dans ce combat-là, dans cette concurrence-là? Bien sûr, d'autant qu'il y a d'autres géants qui vont arriver l'année prochaine. Il y a Disney qui va débouler
produit avec sa propre plateforme de vidéo à la demande. Pour l'instant, c'est vrai que les différentes offres se distinguent pas vraiment. Je pense que la bataille va se jouer sur la qualité des catalogues et des productions originales, voire le positionnement qu'ont les uns et les autres. Parce que Disney, ce sera plus famille, on pense à Disney Channel, etc. Pour finir, Capucine Cousin, est-ce que tout simplement Netflix peut tuer la télévision et le cinéma, voire les deux? Je pense pas quand même, parce qu'on a eu ce même débat dans les années 80, lors des débuts de la cassette vidéo, puis lors du lancement de Canal+ en 1984. Je pense que c'est une forme complémentaire de consommation de la télévision, de l'image, des films. Merci beaucoup Capucine Cousin d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Netflix et compagnie, les coulisses d'une révolution, chez Armand Collin. Merci.